où aujourd'hui l'argent n'est pas un problème, même si t'en as pas. Alors c'est vrai que ça dépend dans quel business, mais on peut toujours commencer petit. Alors oui, il y avait quand même un peu d'argent autour de moi pour être hyper franc, mais j'ai commencé Clarosa avec 5000 €, qui était l'argent du capital, et je n'ai jamais remis d'argent. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Clark Hassan, qui est le fondateur de Clarosa. Salut Clark, ça va ? Salut, ça va et toi ? Il y a un rapport Clarosa, Clark ? Il y a complètement un rapport. Clarosa, ça vient de Clark, et Rosa, c'est ma mère, c'est le nom de ma mère. C'est adorable, hein. T'as fondé une boîte pour ta mère. Pas que, mais oui. En partie. C'est une belle preuve d'amour. Mais ce n'est pas qu'une preuve d'amour, parce que tu as fondé Clarosa il y a 6 ans. Et chères auditrices, chers auditeurs, il y a 6 ans, Clark avait 18 ans. Donc j'aimerais d'abord comprendre ce qui t'est passé par la tête un jour quand tu as décidé de te lancer à 18 balais dans la vente de chaussures en ligne, puisque c'est ça, mais tu le décriras mieux que moi dans un instant. Parce que pour être tout à fait honnête, je ne connais pas très bien Clarosa, je suis pas vraiment dans la cible, mais tu m'expliqueras. Bref, en 2016, il y a 6 ans, tu crées Clarosa, qui fait un énorme carton, puisque 6 ans plus tard, vous faites 15 millions d'euros de CA sur un marché qui n'est pas évident. Donc c'est une croissance qui est quand même incroyablement rapide. C'est une très très belle efficacité aussi opérationnelle, parce que, et tu m'as appris ça tout à l'heure quand on préparait l'enregistrement, vous êtes 15 ? Seulement 15. Seulement 15 pour 15 millions de CA, combien de refs ? On a 1000 références en continu sur notre site. 1000 références en continu sur votre site, un site qui marche bien, un demi-million de clientes fidèles, 1 million de connexions par mois, 1,2 million de paires vendues depuis la création. C'est ça. C'est beau et c'est très rapide, et surtout entre 18 et 24 ans, c'est assez impressionnant. Donc j'aimerais comprendre comment est-ce que tu as fait cette croissance. J'aimerais comprendre comment dans ce milieu tu gères la direction artistique, le choix des modèles, les inspirations, et ça, j'aimerais comprendre comment tu le gères. J'aimerais comprendre d'un point de vue opérationnel comment tu fais ta prod, tes livraisons, tes appros, ta log. On parlera aussi, chères auditrices, chers auditeurs, de ce milieu qui est un milieu. Alors, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps. Est-ce que tu connais Clear Fashion ? Clear Fashion, alors le nom me dit quelque chose, mais je vois pas ce que c'est. Je vais faire très très simple, et excuse-moi Rim si tu m'écoutes, mais c'est un Yuka de la mode. Donc ça donne de la transparence, de la visibilité, mais c'est déclaratif et contrôlé par, c'est modéré, donc c'est pas vraiment Yuka, mais c'est pour simplifier. Et du coup, ça te permet de savoir si une marque est responsable ou non. Mon point est le suivant, c'est un milieu dans lequel il est difficile de faire de la responsabilité, d'être responsable du RSE. J'aimerais comprendre comment est-ce que vous faites dans ce sens. On fera évidemment sur ton accélération un grand détour par tous les leviers marketing que tu as pu utiliser. Tu étais sur Magento, tu es passé sur Shopify, vous utilisez Content Square qui t'a permis d'accélérer très très fort. Vous faites beaucoup d'influence. Beaucoup. On m'a dit Caroline Receveur, Audrey Lioto, Nabila Benatia, pardon. Ouais, beaucoup d'influence, ce qui nous a permis en fait de se développer avec très peu de moyens quand on était tout petit à l'époque. Cool. Eh ben, tu me raconteras tout ça. Ce sera un bel épisode. On a une bonne heure devant nous, chères auditrices, chers auditeurs. Installez-vous bien, accrochez vos ceintures, hein, parce que créer une boîte à 18 ans. Alors, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Je suis à l'école. Et je me rends compte qu'il y a un vrai problème sur la mode avec les grandes marques, ce qui se passe dans les cours d'école.
où on se rend compte que pas tout le monde a les moyens d'acheter des paires à 500, 700, 800 euros et qui changent tous les 3 mois, tous les 4 mois. Et à 17 ans, donc pas à 18 ans, je suis en back marketing et je pars en Asie en me disant je vais trouver quelque chose à faire là-bas. Et je rentre dans plein d'usines, je tourne un petit peu dans toute l'Asie et je me rends compte que la chaussure, je savais que la chaussure m'intéressait énormément, mais j'ai fait des usines de sacs, j'ai fait des usines de vêtements parce que je voulais être autour de la mode, parce que j'avais analysé vraiment ce problème à l'âge de 17 ans. Et quand je suis rentré dans une usine de chaussures, je me suis rendu compte du nombre de modèles et aussi, on le sait que les femmes sont assez folles à ce niveau-là et qu'elles veulent des milliers de paires de chaussures. Donc, j'ai pris la décision de me consacrer à un site internet de chaussures pour femmes et pouvoir habiller toutes les femmes à la pointe de la mode avec une rapidité de livraison qui est la meilleure. T'as le bac en poche ou tu l'as pas encore? Je l'ai pas encore, j'ai 17 ans, 17 ans et demi, je suis en bac marketing et je passe mon bac dans 6 mois. Et là, tu pars en Asie combien de temps? Je pars en Asie pendant 1 mois, sourcer des produits, sourcer des usines. Alors, carte sur table. Tu pars prendre l'air et tu sources, ou tu pars vraiment avec un objectif business? Objectif business. Je n'étais pas très scolaire. C'est pour ça que j'ai fait un bac marketing. Ça m'a permis en fait d'apprendre les bases, que ça soit du marketing, du commerce, de la gestion d'entreprise. Et donc je suis en Chine et je vois énormément d'usines. Et à ce moment-là, c'est parti. Je lance mon site de chaussures. Donc il y a eu un vrai travail pendant 6 mois. De créer son site internet, de rencontrer les bonnes personnes, comment on va faire notre go-to-market. Et il y a eu 6 mois de travail, mais en même temps, 6 mois d'école où j'apprends les bases du marketing, les bases de la vie d'entreprise, d'entrepreneur. Et après, c'est parti, quoi. On a commencé à travailler et je me suis beaucoup aidé des profs que j'avais à l'école parce que je savais que j'allais pas faire des études supérieures. Je peux faire une parenthèse de boomer. Allez. Mais je suis assez halluciné. Donc vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, j'ai une double casquette. J'anime le panier, mais je suis aussi le cofondateur de Cosa Vostra que je dirige actuellement. Je suis halluciné par la maturité de certains profils, certains jeunes, allez, je l'ai dit, que je reçois en entretien sur des recrutements qui, à 20 ans à peine, ont déjà monté 3 boîtes, fait un site de drop, voyager à l'autre bout du monde. Voilà, ça fait toujours plaisir. Cool. Ouais, mais moi, j'étais pas aussi mature. Hein. Il y a 20 ans, ça fait pas 20 ans. Parfois, on déconnecte à l'âge de 30 ans. Et c'est pas mieux, mais j'espère que j'aurai pas cette déconnexion. Moi, je pense que j'ai connecté plutôt à 30 ans, je déconne. C'est cool. Et autre question de boomer, tes parents te laissent faire? Alors, j'ai eu une chance t'as incroyable. Promis d'appeler le site internet du nom de ta mère. C'était pas encore prévu, mais mes parents, j'ai eu une chance incroyable. C'est qu'ils m'ont toujours poussé à entreprendre. Même quand j'avais 15 ans, c'était pas grand-chose, mais j'achetais des sacs, je les revendais à des copines de ma mère. J'achetais des casques Beats, Dr. Dre, et je les revendais derrière, pareil. Et en fait, mes parents, ils m'ont toujours poussé à entreprendre, à faire des choses, que ça soit même pour se planter. Mais l'important, c'est d'essayer. Et ça, c'est vraiment important, je trouve, d'avoir le soutien de ses parents, parce qu'il y en a qui l'ont pas. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, sachant que j'avais pas fait d'études, sachant qu'il y avait des mastodontes sur le marché. Hein, on le sait, je suis pas le seul site de chaussures pour femmes en France. Mais en tout cas, l'encouragement de mes parents m'a aidé énormément sur le développement de Clarosa. Ils sont entrepreneurs eux-mêmes? Ils sont entrepreneurs eux-mêmes, dans la mode également. Ok. Tu vas en Asie, t'as le déclic dans une usine de chaussures. Alors, tu as parlé de sacs, de fringues, enfin la mode c'est plutôt textile, les sacs c'est plutôt maro. Ça reste la mode. Ouais. Et quand je suis arrivé, en fait, j'avais pas beaucoup de moyens pour monter ma propre boîte. Et quand je suis arrivé dans une usine de chaussures, je me suis rendu compte que on pouvait, il y avait des designers à notre disposition sans avoir des coûts fixes. Dans l'usine. Donc tu discutes avec eux, ils réfléchissent avec toi à ta propre vision de ton business et ensuite dessinent des modèles pour toi. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est vraiment intéressant parce que si tu veux faire une marque de chaussures, il faut des designers en interne. Des designers en interne, ça coûte pas cher, donc il faut des moyens. Et quand je suis arrivé dans cette usine, je me suis rendu compte qu'ils proposaient énormément de modèles, des modifications de modèles avec leurs propres designers.
Et c'est là que j'ai eu vraiment le déclic quand je me suis dit que je pouvais faire ça sans avoir beaucoup de monde en interne. Et j'ai foncé avec cette usine qui m'a ouvert les portes parce que ils m'ont fait crédit. C'est rare pour une nouvelle société. C'était dans ton premier mois de voyage ou tu as fait plusieurs allers-retours? Plusieurs allers-retours. Okay. Ils ont fait crédit à, excuse-moi, un petit gamin qui arrive avec un sac à dos sur le dos. Ils ont eu l'instinct. Et on a exactement, j'étais avec un sac à dos, je suis parti en Chine, j'étais seul, vraiment seul. Et ils m'ont fait confiance parce qu'il y a eu quand même 2-3 voyages avant ma première commande. 3 exactement. Et ensuite, on a échangé énormément par visio et on a lancé Clarosa ensemble. C'est une usine avec qui je travaille encore aujourd'hui. Donc, on travaille avec beaucoup d'usines. Maintenant, on se fournit plus seulement en Asie depuis le Covid. On se fournit aussi en Turquie et dans les pays de l'Est. Et donc, ils ont fait notre première collection qui a pas très bien marché, pour être honnête. Ça a pris pas mal de temps avant que ça marche. Clarosa, on a commencé en septembre 2015. On faisait entre 5 et 10 000 euros par mois jusqu'au mois d'avril. Et au mois d'avril, on a compris ce que c'était l'influence et on a rencontré les bonnes personnes et c'est là que c'est parti. Super. Alors, avant avril, tu fais ton voyage en Chine, tu fais plusieurs allers-retours, tu visites des usines, il y en a une qui te plaît et à qui tu plais, qui te fait confiance. Vous dessinez ensemble. Alors, je savais pas, ils ont des designers, ça m'étonne pas en même temps que maintenant qu'on le dit, j'avais jamais réfléchi. Mais ils ont des designers qui permettent de designer ta première collection. Designer et produire, c'est pas tout. Il faut amener le produit en France. J'imagine que eux, là-dessus, ils t'aident. En tout cas, ils ont les accords ou l'expérience, j'imagine. Exactement. Pour acheminer. Ils ont les bonnes sociétés à te présenter pour pouvoir le faire. Ok. Une fois que ta marchandise elle est sur une palette à Paris ou à Dunkerque ou je sais pas où elle arrive, faut la vendre. Qu'est-ce que tu fais ces 6 premiers mois? Alors ça a été assez stressant parce que j'avais la marchandise qui arrivait et le site internet qui était pas prêt. Alors on pense que c'est le plus facile, mais quand j'ai 17 ans, je veux faire un site internet et j'appelle des développeurs et on se fout de moi en fait. On se fout de moi parce que je sais pas qu'est-ce que je veux exactement, je sais même pas ce que c'est un template, je ne connaissais rien du e-commerce. Moi ce que j'aime faire et ce que je sais faire, c'est vendre un produit et je me retrouve avec la marchandise, mon site pas prêt, j'avais pas les capacités de mettre le processeur de paiement à ce moment-là sur mon site internet. Il n'y avait pas les Stripe, les PayPal. Enfin, il y avait, mais c'était pas aussi facile. J'étais sur Magento en plus. Donc, c'est un peu... T'es parti sur Magento? Parti sur Magento, je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu prendre un PrestaShop qui était beaucoup plus simple. Mais j'ai regardé VP, ils étaient sur quoi? C'était sur Magento. J'ai dit, je veux être comme VP, alors on va sur Magento. Et c'était hyper compliqué, mais... Aujourd'hui, je suis content d'avoir pris Magento parce qu'on a pu développer le business grâce à ça sur plusieurs points, même si aujourd'hui j'y suis plus. Et donc voilà, ça a été hyper stressant à ce moment-là. Tu le fais, donc là tu te fais assister, on est d'accord? Je me fais assister. Clark est à Paris, il a une palette de marchandises qui arrive. Tu fais faire ton site. Exactement. Okay. Par quelqu'un qui n'arrive pas à insérer le processeur de paiement sur Magento. Donc j'ai ma marchandise, j'ai mon site qui est prêt, mais j'ai pas la possibilité de payer. Mais les gens peuvent pas payer. Demande à chèque, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. On a réussi à mettre PayPal. Je dis ok, c'est bon, on lance avec PayPal, c'est pas grave, et on mettra la carte bleue plus tard. J'étais tellement impatient et je lance avec PayPal. Premier jour, on fait 560 € de chiffre d'affaires. J'étais content quand même parce que j'ai que PayPal. Combien de commandes? J'ai pas en tête, mais on était à peu près à 40 € de panier moyen. Ok, donc une quinzaine de commandes. Une quinzaine de commandes. J'étais super content pour un premier jour. Et on arrivait à tenir. Au bout de 10 jours, j'arrive à mettre mon processeur de paiement. On passe par Sogène Actif, qui est la Société Générale. Donc, hyper archaïque en tant que processeur de paiement, quoi. Avec un contrat de VAD, c'est ça? Ouais, exactement, avec Atos. Alors, j'ai simplifié jusqu'à présent, mais en vrai, c'est pas si évident que ça, te lancer dans la chaussure. Combien de rêves, combien de tailles, quelle profondeur À l'époque, j'ai commencé avec 40 références. Ouais. Mes parents avaient un petit parking chez eux à Opéra. Donc, j'ai commencé là-bas. Et après, au bout d'un an, quand même, ça a duré 1 an, j'ai pris un entrepôt. Dans le 93, et c'est là que vraiment tout a commencé et que c'était des super bons souvenirs. Ton partenaire chinois te fait confiance sur 40 refs, j'imagine en quoi, 4-5 tailles?
Alors, c'est chacune du 36 au 41, donc 6 tailles, Ouais. des colis de 12. Et on avait une quarantaine, cinquantaine de références pour le lancement. Et en fait, au bout de quelques mois, je me rends compte... Ça fait 3000... 3000 paires, quoi. 3000 paires. 3000 paires. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a un vrai problème de turnover parce que une fois que tu as présenté ta collection de 50 modèles, tu te rends compte qu'ils veulent des nouveautés. Tes utilisateurs veulent des nouveautés. On est sur du fast fashion, donc des chaussures pas chères. Et donc, pas de nouveautés. Pas de nouveautés jusqu'à ma prochaine collection. Donc, il faut que je vende tout, même si j'ai pas de frais, parce qu'à ce moment-là, je fais mes commandes, je fais mon propre service client, je travaille 7 jours sur 7. C'est un plaisir pour ta propre boîte. Et à ce moment-là, il y a un trou dans le chiffre d'affaires parce que on fait du chiffre au début, c'est sympa, et après, plus de chiffres parce que déjà, j'avais pas assez de bottines, j'avais pas assez calculé les nouveaux problèmes. Donc, j'avais fait que des baskets. On arrive au mois de décembre, j'ai que des baskets. Donc, personne veut acheter des baskets au mois de décembre. Il faut des bottines, il faut de la fourrure. Donc, j'ai analysé les problèmes et je me suis rendu compte qu'il fallait plus de nouveautés, plus de modèles et moins de quantité. Et c'est là que je suis reparti en Asie, leur expliquer le problème, que alors, voilà, j'ai fait du chiffre, mais il reste pas d'argent parce qu'il y a de la communication, il y a de l'identité de marque, tout ça, c'est un vrai travail, quoi. Mais tu les as payés à ce moment-là? Oui, je les ai payés déjà à ce moment-là. Non, je les ai payés. Je suis quelqu'un de très angoissé, j'aime payer les gens très très vite. Donc voilà, et j'ai dû refaire une collection d'été et travailler vraiment différemment et analyser les problèmes. Et à ce moment-là, on refait une collection. Attends, juste, Vas-y. T'as lancé en septembre 2015? Septembre 2015. Donc avec des baskets? Que des baskets. Donc pas encore une collection hiver? Non. Ça marchouille jusqu'en avril où tu me dis il y a un déclic. Là, t'as déjà fait la collection été? Alors, on est en février-mars quand les chiffres tombent complètement. On était à 10-15 000 par mois depuis le début et on tombe à 1500, 2000 euros par mois. C'est vraiment trop froid pour porter des baskets. Trop froid, février-mars. En fait, je suis un peu, je me dis, est-ce qu'il faut continuer? J'ai un peu de dette parce que la communication, ça marche pas. J'ai des produits, même si tu te dis, il faut vendre des bottines, mais tu te dis pas, j'ai pratiquement pas de vente sur mon site, quoi. Je fais 100 euros par jour alors que j'en faisais beaucoup plus. Et là, à ce moment-là, je suis au mois d'avril, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Michael Bizet, qui est ancienne star de l'influence parce que aujourd'hui il ne l'est plus, qui m'a présenté quelques bonnes influenceuses avec qui j'ai travaillé à l'époque et qui a fait exploser Clarosa. Donc on est au mois d'avril, le mois de mars on fait 3 000 euros de chiffre d'affaires et mois d'avril on fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. 3 060 000 fois 20. Fois 20, avec des super bons modèles, faut pas se mentir, mais quand même on revient de loin et c'est là que j'ai eu le déclic de l'influence où je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des très bons ROI sur de l'influence. On était au tout début de l'influence, hein. Je parle de ça en avril 2016. Et là, Clarosa commence. Là, Clarosa commence et depuis, on n'est jamais redescendu. C'est une très très belle intro pour la suite. Moi, je retiens juste un truc qui est assez fun, ou intéressant. Je me trompe, alors je ne sais rien de ce que je vais dire, donc c'est juste des déductions, mais des parents qui sont suffisamment ouverts pour te dire va entreprendre mon fils, qui sont eux-mêmes entrepreneurs. Tu me parlais d'un parking à Opéra, il y a peut-être un peu, enfin, je sais pas si tu viens il y a peut-être un peu d'argent autour de toi, c'est ma question, hein. Et malgré ça, tout ça je l'interprète moi-même, je sais pas si c'est vrai, malgré ça tu as quand même réussi à aller motiver un partenaire chinois à financer ta première prod. Mon point est le suivant, chères auditrices, chers auditeurs, déjà quand on veut on peut, et sur les moyens de financement, l'excuse j'ai pas d'argent pour me lancer, elle est pas bonne, quoi. Tu le prouves là, alors c'est peut-être plus le cas 6 ans plus tard aujourd'hui, mais t'as quand même réussi à trouver un partenaire qui a financé ta première prod à crédit en te disant tu me la paieras quand tu l'auras vendu. En gros, c'est ça? C'est ça, et je suis complètement d'accord dans le sens où aujourd'hui l'argent n'est pas un problème même si t'en as pas. Alors c'est vrai que ça dépend dans quel business, mais on peut toujours commencer petit. Moi je suis pour ça et je le vois autour de moi. Alors oui, il y avait quand même un peu d'argent autour de moi pour être hyper franc, mais j'ai commencé Clarosa avec 5 000 euros qui était l'argent du capital et je n'ai jamais remis d'argent. Et on a été à un moment à moins de 200 000 euros sur le compte
juste avant le mois d'avril, parce qu'il y avait des choses à payer, il y avait de la marchandise à payer. Moins 200 000 en avril, c'est-à-dire 6 mois après le lancement. En gros, c'est ça. Et j'ai 18 ans. Et j'ai 18 ans, moins de 200 000 euros, je peux te dire que je dormais vraiment pas des nuits. Ton banquier dormait pas plus. Hein. Ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir continuer et de pas abandonner. Parce que quand tu as 18 ans et que tu te dis, bon, bah, écoute, je peux abandonner, je dépose le bilan. Mais c'était pas en fait dans mon état d'esprit. Il fallait que je continue, il fallait que je remonte. Et comment tu l'as convaincu, le partenaire? Tu te souviens des arguments ou de... C'est pas juste sur ta belle gueule? Non, c'est pas juste sur ma belle gueule, mais on s'est très bien entendu. Je lui ai expliqué, j'ai eu de la chance, il parlait français, donc c'est rare. Et je lui ai expliqué ma vision, qu'il y avait un vrai besoin en France de bons modèles, de fast fashion, de tarifs réduits sur des modèles qui ressemblent, où on va s'inspirer des plus grandes marques et mettre en avant sur un site internet. Le e-commerce, aujourd'hui, c'est explosif. Mais il y a 6 ans, on pensait encore aux boutiques, quoi. On y pense encore, ça marche encore. Mais moi, je pense que l'e-commerce, c'est le futur et c'est aussi le présent. Donc, j'ai réussi à le convaincre. J'ai mis un acompte de 1 500 euros qui est pas grand-chose. C'est rien. C'est le prix du billet d'avion retour, quoi. Exactement. Mais aujourd'hui, on m'a fait confiance. Et cette personne-là, je suis redevable. Et pareil pour ce Michael Bizet, qui n'est plus dans le milieu pour plusieurs mauvaises raisons, malheureusement, mais qui m'a permis aujourd'hui de comprendre ce que c'est l'influence avant tout le monde, parce qu'on était très précurseurs sur ce marché-là. Aujourd'hui, de l'influence, toutes les sociétés en font, mais il y a 6 ans, personne n'en faisait. Et les ROI étaient x7, x8, x15. Et c'est là que La Rosa a pu se fonder sans argent, parce qu'on a eu des très très gros ROI. Et là, La Rosa s'est développée à ce moment-là. Avril 2016. Non, ouais, 2016, c'est ça. Enfin, plutôt mars 2016, tu fais 3 000 euros de CA. Tu mets en place une première campagne d'influence que tu découvres et tu fais x20, tu fais 60 000 euros en avril. Sur Snapchat. Sur Snap en avril 2016. Sur Snap en avril 2016. Donc, personne pensait à faire de la communication sur Snapchat. Personne pensait que les utilisateurs de Snap avaient un portefeuille et des cartes de crédit. Enfin, et je vais te raconter exactement comment ça s'est passé. C'était assez impressionnant. J'ai une amie influenceuse qui m'envoie un message et qui me dit « Salut Clark, j'aime bien cette paire de chaussures sur ton site. Envoie-la-moi gratuitement et je te ferai un petit snap. » Bon, moi je dis ok, tu vois, je lui envoie et elle me fait un snap. Maintenant, je vois pas le snap, tu sais, t'as pas de notification comme sur Instagram, comme quoi quelqu'un t'a tagué, et je suis sur mon Google Analytics et je vois 250 utilisateurs. Et je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Et je travaillais avec aucune influenceuse à ce moment-là. Donc je vais voir sur Snapchat la personne qui m'a fait le post et je vois la story et je vois des commandes qui ne s'arrêtent pas en fait, qui s'arrêtent pas. Et là je trouve en fait une niche parce que personne n'utilisait Snapchat pour faire de la communication. Et là je trouve cette niche et à ce moment-là j'ai poussé là-dessus. Super, je me note quand même dans 10 minutes, un quart d'heure de demander quelle est la niche de 2023. Ok, je peux te la dire tout de suite si tu veux, mais on peut attendre. Bah vas-y, c'est quoi la niche de 2023? C'est TikTok. C'est plus une niche. C'est encore une niche. C'est encore une niche parce que pas encore tout le monde a compris comment l'utiliser. Et je peux le dire au micro parce qu'on l'utilise énormément et je pense que pas mal de gens le font. C'est le live TikTok qui fonctionne très 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 bien. Les vidéos TikTok ne performent pas. C'est plutôt drôle, c'est plutôt sympa. On n'a pas des liens pour cliquer pour arriver sur une paire de chaussures ou autre. Mais le live TikTok fonctionne très très bien en termes de ROI et on arrive à faire des ROI entre x7 et x10 sur le live TikTok. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Non mais c'est incroyable ce que tu me dis. Vas-y, comment tu fais un bon live? Comment tu fais un bon live? Déjà, x7, x10, hein, tu m'as dit. x7, x10. Il faut bien présenter les paires, il faut comprendre sa communauté. Donc en vrai, tout dépend de l'influenceuse qui va présenter tes paires de chaussures. Quand je dis du x7, x10, c'est pas des influenceuses que tu payes 2000 et qui te font 20 000, mais c'est plus des influenceuses que tu vas payer 50, 100 euros et qui vont te faire 700 ou 1000 euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est du plus petit chiffre, mais c'est toujours intéressant de les prendre. Oui, et ça coûte potentiellement moins cher que... Beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher que l'influenceuse plus... L'influenceuse, aujourd'hui, c'est devenu très très cher l'influence, on le sait, et les ROI sont beaucoup plus faibles.
mais on le fait parce que comme on fait de la pub télé, comme on fait de la pub Facebook, on a besoin de diversifier. Et aujourd'hui, toutes les marques se sont mises sur de l'influence. C'est devenu obligatoire quand on crée une app ou un site internet. 2016, tu découvres Snap et le pouvoir de Snap, et surtout un territoire, c'est un peu le Far West, assez inoccupé. 2023, ce sera donc les live TikTok. Enfin, 2022, on y est déjà, les live TikTok. Mais revenons à 2016. Qu'est-ce que tu apprends et répètes de cette première opération avec cette influenceuse qui t'a fait boomer au début? Elle est venue grâce à... Michael Bizet. Ah là là, mon cher associé chéri, Mathieu Stéphanie, qui anime Génération Do It Yourself, dont je te parlais tout à l'heure, que tu ne connaissais pas. Ouais, tu fais partie des 3 personnes en France qui ne connaissaient pas. me fait régulièrement des feedbacks plein d'amour, mais on est chez Cosa Vostra en transparence radicale, on se dit les choses. Voilà. Et il me disait, de temps en temps, tu poses une question, ton interlocuteur commence à répondre, et puis tu reposes une question ou tu rajoutes une question dessus. Donc Matt, je t'entends, mais je ne t'écoute pas. Peut-être c'est ça le truc. Qu'est-ce que tu découvres et que tu répètes? Qu'est-ce que je découvre et ce que je répète? Donc, je me rends compte que Snapchat, ça explose. Et je vais voir mon agent qui s'occupe de toutes les influenceuses avec qui je travaille. Et je lui dis, écoute, il faut prendre toutes les influenceuses du marché et leur faire porter du Clarosa. Toutes. Je lui ai dit, il nous les faut toutes. Et c'est ce moment-là où Clarosa va exploser. On a une très grosse collection de chaussures parce que j'ai anticipé le problème qu'on avait eu l'hiver dernier. On a une très grosse collection, des talons, des sandales, des baskets, des escarpins, des slippers, toutes catégories confondues. Et là, on a toutes les influenceuses françaises du marché. Et elles tombent amoureuses de Clarosa parce que notre discours, il est vraiment bon. On veut habiller toutes les femmes d'aujourd'hui à des prix très réduits. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur le marché en influence. Et toutes ces influenceuses deviennent en fait nos égéries. Elles deviennent nos égéries, nos ambassadrices, et elles portent du Clarosa pas une fois, 2 fois par semaine, tous les jours. Tous les jours, et ça devient même plus de la publicité parce que nous, évidemment, on les rémunérait pour 3-4 posts par mois, story. Snap à l'époque. Mais par contre, elle les portait vraiment. Elle les porte vraiment. Donc, tous les jours, elle mettait, voilà mes nouvelles paires de Clarosa. Parfois sans code promo. Mais les utilisateurs voyaient que tout le monde portait vraiment du Clarosa. Donc. Et les quantités de chaussures qu'on vendait à ce moment-là étaient assez impressionnantes pour ce moment-là, hein, parce qu'aujourd'hui, on en vend beaucoup plus. Mais à cette période-là, j'ai 19 ans, 18-19 ans, et on vend 500-600 paires par jour. Donc, avec directement 5-6 nouvelles personnes qui commencent chez Clarosa, des nouveaux entrepôts, et c'est là que ça a été... pour moi, ça a été les meilleures années de Clarosa, parce que c'est le début... T'entreprends, tu vois ta société qui commence à prendre alors que un mois avant, tu étais à moins de 200 000 euros sur ton compte, tu avais des appels du banquier tous les jours et tu pouvais même pas payer ta marchandise. Donc, ça a été pour moi les meilleurs moments de Clarosa. 500-600 paires par jour, c'est ça? 600 commandes par jour sur un panier moyen, combien? C'était vraiment pas cher, on était à 30 euros. Après, c'était dans vraiment les pics. Les pics, on était au mois de juin, juillet, donc c'est les meilleurs moments. Et après, c'est redescendu un petit peu, mais c'était ça pendant cette période. Ok. Comment tu passes de ces micro-influenceuses à... C'était les grosses à ce moment-là. Ah, les Nabila, Caroline C'était Receveur. toutes ces filles-là. Alors, pas Caroline Receveur. Caroline Receveur, on a commencé à travailler avec elle au mois de mai 2020. On a fait un contrat d'1 an qui s'est super bien passé. On a adoré collaborer avec elle, qui est un peu une référence dans l'influence en France. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est la plus intéressante et elle fait partie des meilleures dans la mode, en tout cas, avec Léna Marfouf. Donc voilà. Comment, quelle plateforme? Il n'y a pas de plateforme à l'époque? Pas de plateforme. Donc tu as un agent? Tu parles à leur J'ai un agent, on avait travaillé un petit peu avec Octoly, je sais pas si tu connais. Bien sûr. On avait travaillé avec eux pour de la micro-influence et on s'est rendu compte à ce moment-là, en tout cas parce qu'aujourd'hui ça a changé, que la micro-influence n'était pas assez performante. Donc on est resté avec que les influenceuses avec plusieurs millions d'abonnés. Et c'est peut-être ce qui nous a permis d'être directement en haut de l'échelle. Une fois qu'on a commencé l'influence, on a pris que des influenceuses avec plusieurs millions d'abonnés. Et ça coûtait plus cher, c'est vrai, mais les ROI étaient tellement intéressants et c'était pas les mêmes prix qu'aujourd'hui. Par contre, les rentabilités étaient aussi bonnes qu'aujourd'hui. Alors,
C'est pas aussi cher qu'aujourd'hui, mais les rentas étaient les mêmes? Non, je comprends pas. Excuse-moi. Les chiffres étaient aussi bons qu'aujourd'hui. Okay. Mais les rentas sont plus petites aujourd'hui parce qu'on les paye plus cher. Ouais. Mais c'est la question que j'allais te poser. En 2023, en 2022, l'influence est devenue le Far West, non? C'est-à-dire tout le monde demande tout et n'importe quoi. C'est devenu très très cher. C'est devenu très très cher. Après, quand tu es une marque qui existe sur le marché depuis longtemps, aujourd'hui Clarosa est assez reconnue dans les agences. Ils savent qu'ils peuvent pas te demander 4 000 €, 5 000 € sur une fille qu'on va te proposer à 1 500 €. Évidemment, tu as un nouveau site internet, tu t'y connais pas sur le marché, tu peux te faire allumer. Et c'est dérangeant. Mais aussi les influenceuses aiment parler de marques qui ont confiance. Elles ont confiance et savent qu'ils vont livrer les colis. On a vu beaucoup d'arnaques à travers l'influence. Pendant le Covid, on avait énormément de sites qui sont sortis, qui livraient pas leurs commandes. Tous les dropshippers, il y a eu énormément de problèmes. Donc c'est bien qu'on puisse un peu analyser quels sont les vrais sites et les faux sites pour pouvoir travailler qu'avec les sites assez référents sur le milieu. Et quali sur l'influence. Exactement. Donc l'influence te fait décoller ton biz et c'est là vraiment, alors tu le disais à l'instant, c'est les meilleures années de ta jeune boîte quand même, parce que 6 ans c'est pas non plus la fin du monde. Aussi parce que j'étais encore plus jeune, donc ouais, c'est ça. C'est aussi bien. Vous savez pourquoi les années passent de plus en plus vite, chères auditrices, chers auditeurs, et toi, Clark? Ouais, je me demande. Statistiquement, quand tu as, admettons, 5 ans et que tu vis une année de plus, c'est un cinquième de ta vie, c'est 20%, c'est énorme. Quand tu as mon âge avancé, 28 ans, admettons, quand tu as une quarantaine d'années et que tu vis une année, c'est un 40e de ta vie, ça passe, tu vois, proportionnellement beaucoup plus rapidement. C'est ce qui donne ce sentiment d'accélération. Okay. De la vitesse des années avec l'âge. Je referme cette parenthèse. Donc c'est des belles années, tu fais de l'influence, ça accélère ton biz. Ton partenaire chinois te suit, j'imagine que tu en rajoutes? J'en rajoute. En Chine, avant le Covid? En Asie, hein. Oui, en Chine. En Chine, avant le Covid, on était 100% Chine. Avant le Covid, vous étiez 100% Chine. Donc, le marketing, le site accélère ton biz grâce en partie à l'influence, mais on reviendra sur les autres leviers ensuite. Tes fournisseurs te suivent. Ta log, donc tu pars de ton parking à Opéra à ton... entrepôt à Pantin, un entrepôt de 250 mètres carrés. Que tu outsources ou c'est tes employés sur place? Mes employés sur place. Pourquoi? Alors, tout simplement, c'est vrai que... Peut-être qu'il y a... Voilà, je refais ce qu'on me reprochait, ce que Matt me reprochait, mais peut-être qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, il y a tellement de services qui proposent des choses sur étagère où tu as 2 API à connecter et c'est fait. Oui et non. Oui et non, parce qu'on est une société qui reçoit... Alors, j'ai sauté un petit peu une étape, mais comment je me suis organisé pour pas avoir le même problème que j'ai eu le premier hiver, j'ai fait en sorte de recevoir des chaussures, des nouveaux modèles, toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, je recevais des nouveaux modèles à shooter. Donc, j'ai organisé avec l'Asie pour pouvoir recevoir un conteneur, enfin, une partie d'un conteneur, parce que je remplissais pas un conteneur à chaque fois, j'envoyais ça par palette, une partie d'un conteneur toutes les semaines, pour que toutes les semaines, tu arrives sur Clarosa et tu vois des nouvelles paires de chaussures. Et donc, pourquoi je te raconte ça? Je te demandais la log, comment tu t'es organisé, tu m'as dit j'ai sauté une étape. Et oui, et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de ça. Et on envoyait les commandes au fur et à mesure. Donc, comme j'ai commencé dans un box à envoyer les commandes, j'ai juste rajouté des personnes pour envoyer les commandes et j'ai jamais eu ce besoin, en fait, d'aller chez un logisticien. Et quand j'ai été chez un logisticien, qui est un ami à moi, il m'a dit, écoute, on va pas pouvoir recevoir des nouveaux modèles toutes les semaines, c'est un peu compliqué, que toi tu dois les shooter le jour même, les mettre en ligne le lendemain matin. Nous, il y a un temps entre le moment où on reçoit et le moment où ça doit partir, donc ça correspondait pas du tout à mon business model. Et il m'a dit, franchement, tu gères ça super bien dans ton entrepôt, continue comme ça. Te fais pas chier, quoi. Ouais. Enfin. Après, on était à ce moment-là 150, 200, 300 commandes jour. Après, il y avait, comme je t'ai dit tout à l'heure, on pouvait vendre 500 paires, mais une commande, il peut y avoir 2 paires, 3 paires. Et il me dit, tu gères très bien comme ça. Et en fait, plus on s'est développé, plus on a mis une logistique en interne et on s'est rendu compte que ça nous coûtait beaucoup moins cher que d'aller en logistique. Et plusieurs fois, évidemment, on y a réfléchi parce que quand on est passé à 1000, 1500, 2000 commandes jour, c'était plus compliqué. Mais j'ai rencontré David Cohen, donc 1 an et demi après le lancement,
qui est le CTO de Clarosa aujourd'hui et qui nous a permis de nous développer sur tous les points, que ça soit sur l'influence, que ça soit sur les stocks ou que ça soit la logistique. C'est un CTO multicarte, quoi. Multicarte. Tu lui dis, il faut apprendre le chinois pour demain, il apprend. Il est au capital ? Il est au capital, il a 10% des parts de Clarosa. Il les a achetés, tu lui as donné ? Non, je lui ai donné, il les a récupérés au fur et à mesure de ces années passées auprès de nous. Ok. Et le reste du capital, je peux te demander ? Tu peux le demander. C'est Julien Madard qui détient le reste du capital, enfin le reste, une partie des parts pour le développement partie business, la partie banque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais levé de fonds. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé avec 5 000 €, donc on avait besoin des banques au début et même encore aujourd'hui pour se développer plus vite. Et ça nous a permis en fait de pas nous diluer au capital. Mais il n'a pas mis de fonds. Il a mis des fonds par contre au début. Compte courant ou du compte courant. 2 mois ou 3 mois après le lancement, il avait mis 8 000 € qui correspondaient. Oui, d'accord, mais c'est pas un investissement. Vraiment. Non, c'est pas un investissement. Donc c'est un vrai partenaire. Ok. Je referme la parenthèse. Donc une accélération et tu reçois une palette par semaine de chaussures. Ça pose plein de questions. Un, comment tu les dessines ? Comment est-ce que tu t'inspires ? Où est-ce que tu vas chercher le sens du vent, j'ai envie de dire. Et deux, comment tu gères ton PIM, donc tes fiches produits avec tous ces nouveaux produits qui arrivent régulièrement. Ça devient une usine à gaz, non ? Ça devient une usine à gaz, mais sur le moment même, on voit pas vraiment le problème parce qu'on embauche. On embauche une personne qui rentre... on embauche une freelance qui rentre toutes les fiches produits le soir du shooting. Au moment où elles arrivent. Au moment où elles arrivent, non, au moment où elles sont shootées. Donc, elles arrivent dans notre entrepôt. Le jour même, elles sont shootées. Ouais. Et le soir même, elles sont sur le site. Pardon, mon point était pas au moment où elles quittent la Chine. Non. Ok. Une fois vraiment qu'elles arrivent dans nos entrepôts, on sort une paire en 38 pour le shooting. On shoot le jour même parce qu'on veut vraiment faire en sorte d'avoir des nouveautés très rapidement sur le site. Attends, pourquoi 38 ? Parce que c'est au hasard que tu dis ça ou c'est la taille parfaite 38 pour quand tu vas visualiser la paire sur le site internet. Si tu prends un 41, j'ai aucun problème contre les filles qui font du 41, mais c'est beaucoup trop grand si tu vois une paire en 41 sur notre site. Donc on a pris 38 et ça se fait dans le marché ? C'est un standard ou c'est Clarosa ? En tout cas, nous, c'est comme ça. Toi, c'est du 38, quoi. Nous, c'est du 38. Donc, la palette arrive, on déballe, on sort une paire en 38 du modèle. De chaque modèle, en général, c'était 10, 15, 20 nouveaux modèles. Aujourd'hui, on a 100 nouveaux modèles par semaine. Et donc, on sort les paires, on shoot. Le soir même, c'est sur le site internet. Le lendemain, on communique dessus. Comment tu communiques ? Influence, réseaux sociaux. Ok. Toujours sur Magento à ce moment-là ? Toujours sur Magento. On est passé sur Shopify il y a seulement 1 an. 100 fiches produits, ça fait 20 par jour en moyenne. C'est un sacré travail quand même. 20 shoots. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, chaque shooting, c'est 100 modèles. 100 nouveaux modèles par semaine. Shooting. T'en as 100 qui sortent aussi ou pas ? Ouais, il y en a 100 qui sortent aussi. Donc c'est. Ouais, il y en a 100 qui sortent. En fait, notre business model, c'est qu'on fait pas de réassort. Donc, il n'y a jamais de réassort sur nos modèles. Donc, si tu vois la paire aujourd'hui et tu reviens dans 2 semaines et qu'il n'y a pas ta taille, tu la retrouveras pas sur Clarosa. C'est hyper intéressant parce qu'en général, ça se fait dans le luxe, le très haut de gamme. On a un client dont on parle souvent que j'adore qui s'appelle Moser qui fait des petites toquantes à, je crois que c'est 14-15 000 € le prix d'entrée. Ça doit être, ça monte jusqu'à 200, 300, 400 000 balles. C'est des montres magnifiques dans des séries limitées. Et ils en sortent 10. Il faut la commander 3 ans à l'avance et pour espérer l'avoir. C'est marrant d'avoir une approche similaire sur du fast fashion à 30, 40, 50 € la paire, 60 € la paire. Pour être très transparent, on n'a pas les possibilités de faire du réassort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois un modèle sur Clarosa, une paire de bottines. Elle marche très bien. On est fin octobre. Si on veut avoir cette paire de bottines de nouveau, il faut attendre 1 mois et demi, voire 2 mois. Et dans 2 mois, la mode, elle est finie. Ou pas, mais on a plus de chances qu'elle soit finie. Donc, on a pris la décision, après quelques bananes, comme on dit dans ce milieu, de refaire cette paire de bottines, qu'elle arrive et que tu la vends pas, en fait. Tu la vends pas tout simplement parce que t'arrives pas au bon moment. Et du coup, on a pris la décision d'arrêter de faire du réassort sur nos modèles.
T'as combien de modèles depuis le début, tu le sais? T'as un ordre de grandeur? Si tu me dis 100 par semaine aujourd'hui, t'en es quoi, 20 000, 15 000? Ouais, on est entre 15 et 20 000. Entre 15 et 20 000 nouveaux modèles. Non, modèles au total sur Clarosa qui a été fait. Oui, c'est ça, modèles uniques qui ont été faits. Exactement. Tu les as pas tous dessinés? Non. Tu donnes une direction, une tendance? Une tendance. Tu vas dans des usines, il y a des milliers de paires de chaussures. Tu choisis ta paire de chaussures, après tu vas choisir ta matière, ta couleur, parfois changer la semelle, changer le logo. Mais attends, mais ton partenaire, il accepte de te faire... c'est des séries de combien du coup? C'est des séries de 60 paires. Le mec accepte de te faire 60 paires? Oui. Je vais les retrouver ailleurs ou pas, ou c'est une paire unique? Non, c'est des paires uniques. Enfin, pardon, propres à Clarosa. Propres à Clarosa. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des modèles qu'on va complètement dessiner nous. Et là, les quantités vont être différentes. On va passer à 300, 400, 500 paires. Je suis étonné parce que je le découvre. C'est peut-être tout à fait normal. Mais voilà, le partenaire te fait 60 paires. Ouais. 60 paires dans différentes tailles ou 60 paires toutes tailles comprises? Non, toutes tailles comprises. Dans 6 tailles comprises. Donc il te fait 10 paires de chaque. Complètement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a beaucoup misé sur la technologie chez Clarosa pour pouvoir avoir un stock très très limité. On travaille avec 4 jours de stock dans nos entrepôts. T'as un retard de 4 jours du bateau, t'as plus de chaussures quoi. C'est ça. Mais en général, on travaille vraiment pour ne plus avoir ce retard-là. Au début, c'était compliqué, donc on ne travaillait pas comme ça. Maintenant, on a plusieurs bateaux qui arrivent en même temps. On a beaucoup de modèles. Si c'est pas 100 modèles, ça va être 50 modèles. On reçoit pas nos modèles toutes les semaines, mais toutes les 2-3 semaines, etc. Mais ton point, c'est que tu as 4 jours de stock. 4-5 jours de stock. Quand on est dans des grosses périodes, on travaille plus à 10-15 jours. Mais c'est incroyablement fatigant, non? En fait, tout ça, on l'a informatisé pour avoir des analyses de vente sur nos modèles, les ROI de chaque modèle, qu'est-ce qu'il faut faire du réassort ou non, parce qu'on en fait sur nos best-sellers. Et parfois, quand on voit que ça s'arrête, en fait, on a repris les réassorts sur quelques modèles depuis qu'on travaille avec l'Europe. Enfin, l'Europe, excuse-moi. Les pays de l'Est. Le continent européen. Exactement. Moi, je suis pas un ayatollah du Made in France, je suis un ayatollah du consommer intelligent, pas trop loin. Et depuis le Covid, on a été obligé en fait de se fournir ailleurs. Pas le choix. Et la Turquie, par exemple, on est à 20 jours de livraison, production de livraison. Entre quoi et quoi? Entre le moment où tu dis, tu valides un bon de commande? On valide un bon de commande et elle est dans nos entrepôts il y a seulement 20 jours. Donc c'est complètement différent de ce qu'on avait en Asie. C'est combien l'Asie? L'Asie, c'était 30 jours de fabrication et 45 jours pour que ça arrive. 75 jours, ça fait 3 mois, quoi. Ouais, 2 mois et demi. Ouais. 2 mois et demi. Pour 4 jours de stock. Ouais, c'était un vrai travail. Mais tout ça, ça a été informatisé par David, qui a géré, que ce soit la partie stock, la partie logistique, comme tu me l'as dit tout à l'heure. On a dû travailler énormément sur notre logistique parce que on est devenu logisticien, en fait. On est devenu logisticien pour envoyer autant de commandes. Il a passé 2 mois dans nos entrepôts, voir sur quoi on perd du temps, pour te dire quelque chose de basique. Mais quand on a 20 ans, 21 ans, on n'y pense pas. Mais aucune paire n'était adressée. On n'avait aucune adresse sur les factures. Donc, quand tu voyais une référence, tu devais chercher dans tout le dépôt, elle est où la référence? Ouais. Mais comme tu faisais toute la journée les commandes, tu savais exactement où se trouvait la paire. Mais maintenant, n'importe qui peut venir travailler chez Clarosa et faire une commande, puisque la référence 99B, elle va être dans l'allée A, palette C, tu vois. Ah oui, adressée au sens de l'adresse dans le stock, quoi. Exactement. Et ça, on l'avait pas. Ouais, donc, ça paraît évident avec un peu... Ça paraît évident, mais on l'avait pas. Et David a passé du temps dans les entrepôts sur ça. On avait les factures et les bordereaux qui sortaient séparément. Donc, tu avais une facture, tu devais trouver le bordereau qui va avec pour... bordereau Colissimo pour envoyer. Donc on a développé un logiciel pour avoir et la facture et le bordereau sur la même feuille. Enfin, il y a eu énormément d'outils qui ont été développés pour le Colissimo. D'ailleurs, on a un outil que Colissimo utilise aujourd'hui que nous avons développé et qui vous ont repris. Que vous l'avez partagé, quoi. Exactement, pour que tous les e-commerçants aujourd'hui peuvent l'utiliser. C'était sur Magento à l'époque. C'est assez incroyable, mais j'aimerais bien rester un peu là-dessus.
on est en 2022, tu passes un bon de commande à la Turquie ou à l'Europe de l'Est. Tu as 20 jours plus tard, au plus tard, tes produits dans ton entrepôt. Tu vas faire le shooting, 100 paires par semaine, qui vont être en ligne le lendemain du shooting. De là, il se passe quoi? Tu m'as dit de l'influence et de l'activation. L'influence, c'est pas immédiat. Faut envoyer une paire de chaussures, faut qu'elle la porte, faut qu'elle la poste. Je dis aujourd'hui, c'est assez rapide. Pour envoyer un colis, on envoie sur du TNT, donc c'est 24 heures. Maintenant... Oui, mais il y a une story à faire, il faut la poster. Maintenant, ce qu'on a fait depuis le temps, avant, on était 100% influence. Quand on a commencé, on était 100% influence. Comme je te l'ai dit, on n'avait pas les moyens d'aller faire de la pub télé, de l'affichage ou de la pub radio. Donc, au moment où ça a commencé à cartonner, je savais très bien que l'influence n'allait pas durer sur des ROI à x7, x10, x20. On a même fait du x30. Ça allait pas durer. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, explique-moi le ROI sur de l'influence. Comment tu le calcules? Donc, tu payes une influenceuse 1 000 euros, elle peut te faire 10 000, 15 000, 30 000 euros. De CA, pas de marge de profit, pas de... de CA. Et quand j'ai vu ça, j'étais évidemment très content, mais j'ai tout de suite compris que ça allait pas durer. Parce que, tu sais, on est sur les réseaux, ça va vite. Oui, pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Exactement. Et là, j'ai commencé à rencontrer des agences pour de la pub Facebook, pour de la pub Google, et j'ai commencé à diversifier sur du Google, sur du Facebook. J'ai même fait une vidéo pub télé qu'on a diffusée sur Énergie 12, qui a été une explosion à ce moment-là. Ça a été vraiment, vraiment incroyable. T'as fait de la pub télé? Pub télé. Ça, je te parle de ça, on est en 2017. On est en avril 2017. Donc, ça fait 2 ans que Clarosa existe. Un peu moins de 2 ans, 1 an et demi. Et on fait une pub télé qui est explosive. Donc, on a vraiment diversifié nos canaux de publicité parce qu'on avait compris que l'influence, ça allait pas être aussi fort pendant longtemps, mais ça a quand même duré 5 ans. Jusqu'à 2020, fin 2020, l'influence était explosive. On a connu une très très grosse croissance pendant le Covid avec de l'influence. Ça a été marrant parce que tu fais partie des secteurs ou des verticales sur lesquels je me serais dit que ça ralentit. C'est comme le maquillage, tu vois, on se maquille un peu moins. Alors, on se parfumait toujours pendant le confinement, paraît-il, mais on se maquillait moins. Et ce qui est surprenant. Tu vois, j'aurais imaginé que les chaussures, ça ralentit un peu. Bah, pour être honnête, dès qu'il y a eu un confinement, on est passé à 2 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Donc, tu t'imagines le nombre d'employés, les entrepôts qui nous coûtent plus de 20 000 euros par mois. On était vraiment dans la merde. Mais bon, après, toutes les sociétés étaient dans cette situation-là. 2000 versus je te parle 2020. Oui, t'as dit on était à 2 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Ah oui, versus 30 000. Donc, on est tombé de haut. On venait de déménager d'entrepôt, de prendre des beaucoup plus gros entrepôts pour développer Clarosa. Et là, on se retrouve avec du stock. Bon, on n'était pas dans les seuls dans cette problématique. Et une semaine comme ça... T'avais pas de boutique, hein? J'avais pas de boutique. T'as des concurrents qui sont passés sur le podcast, entre autres, qui avaient des boutiques. Ah, j'imagine que ça devait être très compliqué. Et une semaine après le confinement, une explosion. Nos chiffres ont carrément explosé. On est passé à 50 000, 60 000, 80 000, 100 000, 150 000 euros par jour. Versus 30 000 avant le Covid. Ouais. Et à ce moment-là, on savait plus quoi faire, comment gérer nos commandes. Et de base, les employés, il y en a c'était une période Covid, donc personne ne voulait travailler. Ouais. Et mes employés m'appelaient en me disant « Clark, on ne veut pas rester chez nous. On ne veut pas rester chez nous. Fais en sorte qu'on puisse travailler. » Donc, on a fait tout le nécessaire pour avoir l'hygiène qu'il faut, les masques, les gels, les gants, pour pouvoir travailler chez Clarosa. Et on a réouvert les entrepôts. On avait 3 équipes de 8. On était beaucoup à ce moment-là. On était une 30aine de préparateurs de commandes. Et c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qu'on préparait nos commandes. Et il y a un moment où la Poste nous appelle et nous dit « Écoutez, vous ne pouvez plus envoyer autant de commandes parce qu'on est en sous-effectif. Tous les sites internet sont en train d'exploser. Donc, vous ne pouvez plus envoyer vos commandes. On vient vous chercher vos commandes 3 fois par semaine et vous avez le droit à 10 chariots. » Mais on était à 50 chariots jour. What the fuck? Et à ce moment-là, comme tout entrepreneur, je devais trouver une solution parce que j'allais pas faire descendre mon chiffre d'affaires pour faire plaisir à la Poste qui n'avait pas les capacités d'envoyer mes colis. Donc,
J'ai appelé Chronopost, j'ai appelé FedEx, j'ai appelé DHL. Et là, j'ai commencé à diversifier un maximum. Et aujourd'hui, on travaille avec plein de prestataires parce que la Poste ne pouvait pas nous prendre tous nos colis à ce moment-là. Mais c'était aussi une période incroyable parce que tu partais de chez toi, il y avait personne dans les rues. T'arrivais au bureau, moi je suis à 45 minutes du bureau parce que c'est des entrepôts. T'arrivais en 15 minutes et ça travaillait comme jamais, quoi. Et alors, t'avais des sociétés à ce moment-là qui étaient au bord du dépôt de bilan. Donc on n'était pas content pour les sociétés, mais on faisait partie des sociétés qui étaient en pleine forme pendant une période très compliquée pour beaucoup de monde. Toujours le cas en 2022 ? Est-ce qu'il y a une contraction du e-commerce ? Alors, on fait plus les mêmes chiffres, Non. Évidemment. Pendant cette période Covid, ça a duré seulement 2 mois et demi. Mais le e-commerce est devenu beaucoup plus compliqué en acquisition client. Donc, heureusement qu'on a une base clientèle qui est très, très fidèle. On a des femmes qui sont très fidèles. On a ouvert la collection enfants, tout simplement parce qu'on avait des mamans qui nous suivent depuis le début, des femmes qui sont devenues mamans, qui nous suivent depuis le début et qui nous demandaient quand vous allez faire la collection enfant. On a eu énormément de demandes et en septembre 2021, donc il y a un peu moins d'un an, il y a 8 mois, on a pris la décision de lancer Clarosa Kids et qui aujourd'hui cartonne. On vend 100-120 paires par jour. C'est bien pour ce genre de produit. Je te posais la question parce qu'il y a pas mal de e-commerçants à qui je parle, en off ou au micro, mais qui me disent que 2022 c'est un peu plus difficile, quoi. Il y a eu les belles années Covid, alors avec des guillemets, hein, chers auditrices, chers auditeurs évidemment, mais les belles années, les années de grosse croissance, et là c'est un peu plus difficile, ou en tout cas ça se resserre. C'est vrai. Après, pour commencer un e-commerce, c'est vrai que c'est compliqué 2022. Pour être là depuis 1 an et demi, c'est aussi compliqué. Mais aujourd'hui, on est plus nouveau sur ce marché-là. On a des assises. On a des assises, on a 340 000 abonnés sur Instagram, on a une base client, tout à l'heure tu l'as dit, 1,5 million de clients, mais on en a un peu plus, on a 600 000 clients. On a des nouveautés toutes les semaines, on a une application, on a sorti notre application il y a 1 an et demi. Ça d'ailleurs, comme on est sur un podcast e-commerce, pour toutes les personnes qui sont sur Shopify, il y a Tapcart, qui est une société américaine pour avoir son application en moins d'1 semaine en payant des fees qui sont très très faibles, alors que nous on voulait faire une application, on nous demandait 50 000, 60 000, 80 000 euros. Après il y a toute l'infogérance, là c'est Tapcart, c'est 1 200 euros par mois et tu as une application super simple d'utilisation qui est développée en même pas 1 semaine par eux. Alors le design, tout le monde a la même, mais c'est génial. Je le note, Tapcart, chers auditrices, chers auditeurs. Si vous êtes sur Shopify, c'est bon à savoir. Je reviens sur tes leviers marketing. Donc, tu m'as dit l'influence, ça cartonne, ça t'accélère, mais tu dis rapidement qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Comment tu traques l'influence si tu passes pas par une plateforme ? On est sur des codes promo. Donc, tu envoies ta paire de chaussures, ta paire de bottines à ton influenceuse. Elle a un code qui lui est propre. Ses followers, followeuses utilisent son code. Tu sais que tu l'as payé 100, elle t'a fait 400 euros avec son code promo. Qu'est-ce que tu t'autorises comme taux d'erreur ou taux de... Parce qu'il y a un arbitrage à faire, tout le monde n'utilise pas forcément le code. Tu lui mets une réduction en face. Alors, en général, tout le monde utilise le code. Après, on regardait que par rapport à ça. On regarde encore aujourd'hui que par rapport à ça. Il n'y a pas des liens traqués, on n'envoie pas des liens traqués. On travaille avec plus de 400 influenceuses. Maintenant, on fait du micro-influence, contrairement à ce qu'on faisait. Donc, de gérer, c'est pas... on a une personne qui ne fait que gérer l'influence chez Clarosa. Et c'est pas à la perf, c'est au forfait ? Non, c'est vraiment au forfait. On aurait aimé que ce soit à la perf. Évidemment. Mais après, ça aurait été... on n'aurait pas été gagnant il y a un moment de ça. Win some, lose some, en anglais on dit ça. C'est parfois tu gagnes, parfois tu perds. Exactement. Mais aujourd'hui, l'influence, on l'utilise différemment. Il y a la perf, mais aussi il y a l'image de marque. Parfois, tu vas prendre des influenceuses qui vont te faire très très peu de ventes, mais qui représentent bien ta marque et l'image que tu veux montrer. Cool, on a fait un bon tour de l'influence. J'ai une question sur la télé. Alors, je te pose la même qu'il y a 53 minutes. Qu'est-ce qui te passe par la tête ? Alors, plus haut, quelles sont tes influences ? Qui autour de toi te dit, vas-y, tente la télé ? Alors, la télé, ça a toujours été... c'est un rêve, quoi. Tu vois ta marque passer à la télé, t'as une marque qui fonctionne, tu te dis pourquoi pas. Et à ce moment-là, je rencontre, c'est vrai,
où j'ai le déclic, c'est que je rencontre quelqu'un qui travaille chez Énergie, une fille qui s'appelle Elodie, qui est super sympa. Elle me dit non, mais tu devrais essayer Clarosa à la télé, c'est complètement la cible pendant les anges de la télé-réalité. Je dis ok, go, essaye de me faire un bon prix. Et voilà, on est une petite nouvelle société. Elle me fait ok, tourne un clip. Donc on prend une super influenceuse avec qui on travaille à l'époque qui s'appelle Coralie. On part à Marrakech, on tourne un vrai film qui est super beau. On prend une vraie agence de prod qui fait un film vraiment exceptionnel. Et on passe sur Énergie au mois d'avril, si je me trompe pas, 2017. Et là... de moins de 2 ans après ta création. Moins de 2 ans. Okay. Et je rencontre donc David Cohen 4 mois avant cette publicité, où je l'appelle, je lui dis David, enfin on se rencontre, et à ce moment-là, je lui dis écoute, voilà, moi j'ai des problèmes. Quand j'ai trop de monde sur mon site, le site il explose. Ça saute. Dès que j'ai 150, 200 personnes sur le site, ça bug. Magento à l'époque. Magento, problème de serveur. On prend AWS, on essaye vraiment d'augmenter les serveurs, les CDN, etc. Et ça fonctionne pour 300, 400, 500 personnes, mais dès qu'on augmente, ça saute. Et je rencontre David. David, il fait tout le nécessaire. Je lui dis, David, on a une pub télé, on va monter à beaucoup d'utilisateurs. Si on monte à 500 avec l'influence, je pense qu'on va monter à 2000, 3000 avec la télé. Et donc, il fait tout le nécessaire. On passe à la télé. Et là, on a 10 000 personnes simultanées sur le site internet. Donc, on était comme des fous. Tout le monde au bureau a vu la pub. On l'attendait avec impatience. Le clip était super bon. On avait des super modèles. C'était un moment vraiment incroyable. Et ça, tous les jours, en fait. Tous les jours, on passe à la télé sur Énergie. Et c'est vrai que ça achetait pas autant qu'une influenceuse. Mais on a commencé à se faire connaître. Après, on a fait de la pub d'affichage dans le métro. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on est connu en France chez les femmes. Et on l'a vu avec... moi, ça m'est arrivé d'être au café, d'être en rendez-vous avec des gens avec qui je travaille. Et je lui dis, non, mais demande à la serveuse si elle connaît Clarosa. Serveuse entre 20 et 25 ans. La fille connaît. Alors parfois, il y a des gens qui n'ont jamais commandé, mais qui vont connaître. Et la télé, ça nous a permis à ça. Parfois, il n'y a pas de perf. Mais en termes de... C'est un média de masse qui te permet de faire de la notoriété, pas forcément de la perf immédiatement. Ouais, exactement. Ouais. Mais toi, tu as fait en plus de la perf ? J'ai fait en plus de la perf. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait avec l'influence. Donc, c'est ça qui a été intéressant dans l'influence. Tu avais de la perf et de la noto. Mais la télé, ça a quand même été rentable au début. Pour être hyper transparent, aujourd'hui, on n'est plus rentable avec la télé. Mais au tout début... Tu es plus ou tu ne l'es plus ? On ne l'est plus. Okay. On ne l'est plus, mais on l'a été. Alors d'être rentable avec la télé, c'est très bien, mais la télé, tu y vas pour faire comme dit, de la notoriété principalement. Complètement. Donc c'est un choix délibéré. Content Square, qu'est-ce que vous faites avec et comment vous l'utilisez, quel poids dans le... Alors on est en 2018. Et je rencontre, alors assez sympa comme histoire. David, notre CTO, me parle de Content Square. Il me dit on les contacte, ils nous répondent pas. C'est une boîte avec qui vraiment on doit travailler. Et on est en 2018. On est en boîte de nuit un mardi soir et on voit à côté de nous une équipe de jeunes avec qui on parle. Et il me dit on fait notre levée de fonds. Et je lui dis mais vous êtes qui ? Vous êtes quoi comme société ? Il me dit Content Square. Donc incroyable. Quelle boîte de nuit ? The Key, boulevard de la Madeleine, et donc c'est en face de leur bureau à l'époque, et donc on parle avec eux, on dit voilà, on essaie de vous contacter depuis des mois, et, tenez notre numéro, appelez-nous demain. Donc on fait un rendez-vous et on installe Content Square. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est Content Square aux personnes qui écoutent, Content Square c'est un robot qu'on met sur ton site internet et qui te permet d'avoir l'expérience utilisateur en direct, et qu'est-ce qu'il faudrait modifier sur ton site pour avoir un taux de conversion beaucoup plus élevé. Et on avait un taux de conversion à l'époque de 1.2, donc qui est pas très très bon, mais qui est classique. Ouais. Et ils mettent le robot, au bout de 3 semaines, ils analysent qu'on avait quelques photos Instagram tout en bas du site. Et ils nous disent, ces photos Instagram sont beaucoup plus cliquées que n'importe quelle photo sur votre site. Alors qu'on était tout en bas du site. Comme vous pouvez le savoir, quand on est sur une homepage, la toute première page, c'est celle qui est le plus cliquée, et la dernière, c'est celle qui est le moins cliquée.
Nous, les photos Instagram, c'était les plus cliquées alors qu'elles étaient tout en bas de notre site. Et là, ils nous ont donné un conseil, ils nous ont dit, écoutez, je pense que vous devrez mettre toutes vos photos en style Instagram. C'était un gros pari. On avait à ce moment-là 300 ou 400 références. On est en 2018. On est en été 2018. Et on prend la décision de faire ce qu'il nous dit, mais sur 15 modèles. Et là, ces 15 modèles se vendent à une vitesse incroyable, beaucoup plus rapide que tous les autres modèles qu'on a sur notre site. Et on a fait vraiment des photos lifestyle qu'on peut voir aujourd'hui sur Instagram. Et c'est simple, on a changé. À ce moment-là, j'ai pris 2 photographes, 2 mannequins, et j'ai dit, on a une semaine pour refaire tout le shooting, tout le site internet à re-shooter. Alors pardon, je suis désolé, mais tu m'as dit tout à l'heure que tu fais assez peu de réassorts et que tes modèles s'écoulent rapidement. Donc tu as quand même fait l'effort de shooter. J'ai quand même fait l'effort. Okay. Évidemment, j'ai pris que les modèles qui me restait pas mal de quantité. Oui, les paires qui restaient, je me rappelle plus, mais on aurait pu dire moins de 15 paires, on re-shoot pas, quoi. Mais on a quand même refait vraiment tout. Et à ce moment-là, c'est simple, j'ai jamais vu ça. D'une semaine à l'autre, notre chiffre d'affaires a doublé. Notre chiffre d'affaires a doublé. J'ai pas les chiffres en tête à ce moment-là, mais c'était sympa. On avait fait 6 millions après cette année-là. Donc c'était assez ouf. Et donc Content Square nous a beaucoup aidé. C'est quelque chose qui coûte assez cher, mais qui est très rentable. Parce que chaque publicité que vous allez mettre va être plus rentable grâce à Content Square. Donc en vrai, ça nous coûtait à l'époque 5 000 € par mois, mais c'est pas cher par rapport à ce que ça nous ramène derrière en termes de ROI. Et on est passé aujourd'hui à un taux de conversion, à l'heure où je vous parle, on est entre 1.8 et 2. 1.8 et 2 sur 100 visiteurs, t'as 2 achats. C'est ça. Et ce qui est plutôt pas mal quand même sur du e-commerce. Ouais, c'est bien, ouais. Je reste sur les leviers. On a parlé de Content Square, on a parlé d'influence, on a parlé de télé. Il y a plein d'autres sujets, mais j'aimerais juste creuser peut-être l'email et l'app. Restons sur l'app, hein, puisque alors t'as des parts dans Content Square? Des parts? Ouais, t'as des actions, t'as investi? Non. Non. Pourquoi? Parce que t'en parles avec, tu es dithyrambique sur le rapport. C'est vraiment, ils ont été vraiment forts et je trouve que leur outil est hyper performant en tout cas. Et je te pose la même question sur Tapcart. T'as pas de part? Pas de part. Bon, très bien. Donc, il n'y a aucun billet dans ce que tu vas me dire. Aucun. Pourquoi t'as fait une app et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, moi, j'ai toujours voulu faire une app. Maintenant, il y a des gros frais à chaque fois. C'est un deuxième site internet. Il faut pouvoir connecter. Dès que tu mets une fiche produit sur le site, il faut qu'elle soit connectée à l'application. Il y avait tout un travail et mon développeur, enfin David, le CTO, à chaque fois me décourageait de faire une application, de rentrer sur un chantier aussi gros. C'est chiant les apps. C'est chiant grave. Et il faut à l'époque le développer dans les 2 technos, enfin Apple, Android. T'as des mises à jour sur le store qui sont relativement lentes. C'est pas comme mettre à jour un. Et il m'a carrément fait comprendre que c'était trop compliqué, donc à chaque fois on laissait tomber. Mais la différence avec une application, c'est que t'as un vrai engagement de tes clients. T'as des push notifications qui sont gratuits. Aujourd'hui, nous, quand on envoie du SMS à 500 000 personnes, ça nous coûte 30 000 €. Donc, on veut avoir une application où on peut envoyer notre push notification gratuitement, avoir une communauté qu'on peut traiter d'une autre manière, que ça soit par mail ou nos utilisateurs classiques. Donc, tu télécharges notre application, tu vas avoir des meilleures promos, tu vas avoir des nouveautés avant tout le monde. Donc, on veut chouchouter notre base clientèle. Et quand on a rencontré Tapcart, enfin c'est David qui les a trouvés sur internet, on était super contents. Et l'application, ça permet d'avoir des utilisateurs beaucoup plus engagés. Il faut leur faire télécharger ton app. Il faut les faire télécharger. Comment est-ce que tu as poussé au téléchargement? Honnêtement, on a fait pour la première fois notre premier concours application il y a une semaine, qui nous a fait gagner 2000 téléchargements. Mais on a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 80 000 personnes qui détiennent notre application Clarosa. Mais tout simplement, vous allez sur le site et il y a la possibilité de télécharger l'application comme on peut le proposer sur plein d'autres sites. Ça a été la seule communication qu'on a fait et on n'a rien fait d'autre. Sur chaque newsletter également, on a
on te donne la possibilité de télécharger l'application Clarosa. Ce sera mon dernier point sur le marketing, l'email. Mais avant d'y aller, donc Tapcart, hein, T-A-P-C comme Carole. Tapcart, C-A-R-T. À partir de $250 par mois, 7 jours gratuits pour tester. Ce qui est ouf, c'est que tu as une note de 4,4 sur 5. Et en général, les app builders, hein, les mobile app builders, les visual app builders, sont pas toujours bien notés parce que c'est pas aussi bien efficace, friendly, rapide qu'une app. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est bien. Qui veulent pas se référencer à Clarosa par exemple, il y a Fashion Nova qui utilise Tapcart, qui est, je sais pas si tu connais Fashion Nova, mais c'est un des sites de fast fashion les plus connus au monde, qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires si je me trompe pas, qui utilise Tapcart. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut compter, parce que c'est la fluidité en fait. J'invite vraiment les gens à télécharger Clarosa, parce que la fluidité de l'application est vraiment incroyable, et la facilité d'acheter aussi. Dernier point, l'email. Tu m'as dit 600 000 acheteuses jusqu'à présent qui ont pour la plupart laissé un email parce que vous vendez en direct. Ouais. On est d'accord? Ouais. Tu vends pas sur d'autres plateformes, des marketplaces? Partout Amazon, et on a fait une première vente VP il y a 2 mois. Et carton. Tu referais? J'essaye. Alors moi, j'ai pas beaucoup de stock, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc on a très peu à solder. Quand je dis carton, on a vendu 3000 paires de chaussures. C'est tout ce qu'on avait en fait. Et c'est pas grand chose. Donc je referai si j'ai du stock, mais j'en ai jamais. Ok. Donc sur les 600 000, il y en a une bonne partie dont tu as l'email. Comment tu utilises l'email? 100% en email. On a tous les emails. Quand tu vends via Amazon ou ailleurs, Ah oui. Ça non. Mais si, j'ai quand même l'email, pardon. Sur Spartoo et Amazon, en fait, on est connecté et on reçoit les commandes sur Shopify comme si c'était une commande classique. Ok. Donc on a toutes les informations. Aujourd'hui, on travaille sur l'email. Pour être hyper transparent, je n'utilisais pas l'email au tout début de Clarosa parce qu'à chaque fois qu'on en faisait, ça marchait pas. On a recruté une personne qui a travaillé pendant 11 ans chez VP, qui a fait une mission de 6 mois chez Clarosa, et qui nous a permis de structurer Clarosa au moment de l'explosion. Je parle de ça, on est en 2018, et qui nous a dit non, mais l'email, c'est la base du e-commerce. Évidemment. C'est la base du e-commerce. Et elle m'a dit, nous, chez VP, on a fondé VP par la newsletter. Donc je lui dis, ouais, mais regarde, nous, on en fait, ça marche pas. Elle me fait parce que vous la faites mal. Donc on a engagé une graphiste qui était vraiment super, avec qui on travaille encore aujourd'hui, qui s'appelle Mathilde, et qui est vraiment très forte dans ce qu'elle fait, et pour designer les newsletters. Il faut également segmenter, donc on travaille avec Klaviyo. Je ne sais pas si tu connais Klaviyo, mais... Je connais, les auditeurs du panier connaissent évidemment. Et Klaviyo, c'est ce qui nous permet en fait de vraiment bien segmenter notre base et d'envoyer aux personnes concernées chaque offre. Ok. Et aujourd'hui, ça représente quand même 20% de notre chiffre d'affaires, c'est la newsletter. Eh ben, Thomas Pédégaille d'Email Club que j'ai reçu, qui est un spécialiste du CRM email, te dirait que t'es un gland parce que si ton email ne représente pas 30% de tes ventes, c'est que tu t'y prends mal. Ok. Mais je vais vous mettre en relation et il pourra t'expliquer comment, et je prendrai une com au passage, n'est-ce pas Thomas? 20% de tes ventes via l'email, tu as presque 100% de ta base en basé, tu utilises Klaviyo, tout ça c'est sur la partie email. Effectivement, l'email ça coûte pas très cher, tu me parles de tes 30 000 € pour envoyer un SMS à 500 000 personnes. Ouais. Mais le SMS, les performances sont pas les mêmes. Oui. On en fait une fois par mois. C'est intrusif l'email. Tu vois, l'efficacité, enfin je crois que tu as 100% de taux d'ouverture, 97, un truc comme ça. Sur le SMS. Sur le SMS, ouais. T'as de la fatigue sur le SMS, non? T'as des gens qui se désinscrivent, tu connais ton taux de désinscription? Je dois en avoir évidemment, alors je l'ai pas en tête, non. Par contre, on met 30 000 € et on fait entre 120 et 150 000 € de chiffre quand on envoie un SMS. Bam. Par contre... Alors pourquoi tu fais pas plus, du coup? Alors je trouve que c'est déjà bien. Maintenant, ce qu'il faut pour le SMS pour qu'il soit très performant, c'est que la promo que tu vas envoyer soit plus grosse que partout où t'en fais. Donc si tu fais moins 30% sur Facebook, il faut envoyer au moins 40 ou moins 35 sur du SMS. Si tu fais la même promo, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tes utilisateurs, les personnes à qui tu détiens les numéros,
te suivent un peu partout, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur du mailing. Donc, si tu leur envoies une promo qui t'a coûté un SMS qui t'a coûté beaucoup plus cher avec une promo qui est la même que sur mail ou sur Facebook, bah, ça va pas performer, c'est évident. Donc, c'est là où on se différencie sur une campagne SMS qui va être beaucoup plus performante. Tu l'envoies à tout le monde, le SMS ? Je l'envoie à tout le monde. Enfin, tous ceux dont tu as le numéro. Ouais. On le fait une fois par mois. Okay. Une fois par mois, ça rentre dans notre budget marketing et c'est assez performant. On ne va pas l'utiliser sur des mois creux. Pour la mode, c'est le mois de février et mars et le mois d'août. Donc, sur ces mois-là, on ne va pas utiliser le SMS. Tu utilises qui ? C'est-à-dire ? Quelle plateforme pour envoyer tes SMS ? C'est iSend Pro. Ok. Le temps file, j'aurai encore plein de questions, mais je pense qu'on va se faire un catch-up dans quelques mois, peut-être, j'espère, où on rentrera dans le détail un peu plus loin. Avec plaisir. J'aurais aimé comprendre comment est-ce que Allez, je te pose la question. À 15 ? Tout ça à 15 ? Tout ça à 15. 15 employés full-time. 15 employés full-time. 15 employés. On est, donc 15 millions, 15 employés. Une centaine de nouvelles rêves par semaine, c'est ça ? C'est ça. On travaille avec beaucoup de prestataires. Ouais. On travaille avec beaucoup de prestataires. On a 15 employés à plein temps. Mais je te dis un exemple, notre graphiste, elle ne travaille pas à plein temps chez Clarosa. Notre photographe, elle ne travaille pas à plein temps chez Clarosa. La personne qui rentre les produits sur le site internet ne travaille pas à plein temps chez Clarosa. Aujourd'hui, quand on préparait ce podcast, comme je te le disais, on est sur un marché où les marges sont très faibles. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir 50, 60, 80 employés. En tout cas, moi, je ne peux pas me le permettre. Je n'ai jamais levé de fonds. Je fais très attention à mes finances. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de travailler avec un maximum de prestataires. Aujourd'hui, encore plus depuis le Covid, il y a beaucoup de freelances sur le marché et des freelances qui sont très, très bons dans ce qu'ils font. Donc, moi, je préfère. Tu n'as aucun engagement. Tu sais, parfois, tu n'es pas à l'abri d'une baisse de chiffre d'affaires. Donc, tu ne te sens pas maîtrisé par des coûts fixes et d'avoir une pression sur toi, de devoir... moi, j'aime pas licencier, j'ai pas envie de licencier des gens, même s'ils sont bons. Donc, je me dis, je travaille avec un maximum de freelance. Surtout s'ils sont bons. Surtout s'ils sont bons, c'est ça. Aujourd'hui, trouver des bons profils, c'est compliqué. Et sur LinkedIn, voilà, tu trouves énormément de monde avec qui tu peux travailler, avec qui tu peux échanger, des gens qui te mettent en contact. Donc, on est 15, mais réellement, on est beaucoup plus que 15 parce qu'on travaille avec beaucoup de freelance. Ok. Encore deux petites questions sur les ops, mais le retail, vous y avez pensé ? Vous y pensez ? On y a pensé. C'est quelque chose que, honnêtement, personnellement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que j'aime le e-commerce. J'aime pouvoir travailler là où n'importe où je suis dans le monde. Et on a notre facilité sur le e-commerce. On préfère travailler avec des nouvelles plateformes comme Amazon, comme Spartoo, alors je dis VP, mais VP c'est encore autre chose parce que c'est du déstockage et on ne peut pas faire de déstockage parce qu'on n'en a jamais. Mais tout ce genre de plateformes comme Amazon, comme Spartoo, comme Zalando, c'est plus intéressant pour nous que du retail parce qu'on n'est pas... c'est encore un autre travail et on n'a pas les équipes pour l'instant. Et tu n'as pas les mêmes acheteuses potentiellement. Est-ce que... J'ai pas fait l'analyse, mais... Ce que je veux dire, c'est que ton acheteuse, qui est peut-être un peu plus jeune que d'autres marques, elle l'achète en ligne sans problème. Enfin, elle n'a pas besoin d'aller voir une paire en magasin. Mais après, elle peut très bien se retrouver chez Citadium et acheter une paire Clarosa. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense que c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment aujourd'hui. Okay. J'aime le e-commerce. Okay. Je suis fan du e-commerce et c'est quelque chose qui me plaît. Et je suis pas dans l'optique de bien sûr diversifier, mais pas sur du retail. Ok. Et dernière question sur les ops. Tu m'as dit tout à l'heure que ton usine en Chine avait des designers et designé les modèles. Aujourd'hui, on a une centaine de modèles par semaine. Par semaine. Donc tu donnes une direction. Comment tu... Alors maintenant, on a une directrice artistique. En interne ? Chez Clarosa. Mais alors, elle dessine pas son modèle par semaine ? Non, elle dessine pas son modèle par semaine. Elle revoit, elle fait quoi ? C'est quoi son job ? Alors, on modifie les modèles qu'on va recevoir de nos usines. Je te dis un exemple, on a une paire de derbies, une paire de mocassins. On va changer les matières. On va nous envoyer les matières qui sont possibles sur cette paire de chaussures. On va changer la semelle. On va changer un dessin. On va changer le lacet. On va changer les œillets. On va modifier en fait la paire de chaussures
qu'on nous envoie par rapport à toutes les possibilités qu'on peut faire sur ce modèle-là. Il y a des modèles, une paire de bottines, on ne va pas pouvoir mettre la semelle d'une paire de baskets. Donc on nous envoie toutes les possibilités faisables et après à nous de faire le mix sur les modèles. Et on va aussi parfois prendre des chaussures qui sont pratiquement prêtes, mais qui seront vendues que à Clarosa parce qu'avec nos usines, on a une exclusivité en France sur nos modèles. Ok. Pareil, sujet qui serait hyper intéressant de creuser, mais on va se garder ça pour une autre fois parce que j'ai un dernier sujet, je suis désolé, hein, tu vas être en retard, mais qui m'intéresse. On est bon. Vous étiez sur Magento, aujourd'hui vous êtes sur Shopify, donc Shopify Plus, j'imagine, avec Shopify 15 millions de CA. Pourquoi? Et raconte-moi ta migration en quelques mots. On était au bureau avec David et je lui ai dit mais pourquoi on passe pas sur Shopify? Il me dit mais tu te rends compte tout ce qu'on a développé sur Magento, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Et en fait, en février 2021, on est passé sur Magento 2. Et c'est là qu'on s'est rendu. Qui est un développement complet. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Magento 1.7 ou 1.9, je sais plus. 1.9. Et après, il y a eu Magento 2. Et c'est pas juste une mise à jour, c'est un vrai développement. Un vrai redéveloppement. C'est un vrai redéveloppement. Et en fait, tous les outils qui correspondaient à Magento 2 étaient juste catastrophiques. Que ça soit processeur de paiement, on était avec Checkout à ce moment-là. C'était l'enfer. Il y avait 2 développeurs à ce moment-là. C'était l'enfer. On n'arrivait plus à s'en sortir et j'ai dit à David mais pourquoi on passe pas sur Shopify? Il me dit mais regarde tout ce qu'on a développé. Je lui dis mais regarde, ça fait 2 mois que t'es dessus, ça fait 2 mois que tu dors pas la nuit parce que on a des gens sur le site, que ça saute, que je dois te réveiller parfois à 7h du matin parce qu'il y a ça et ça comme problème. On peut pas travailler comme ça, tu vois, on a un site qui fait un certain chiffre d'affaires, on peut pas travailler de cette manière-là. Je lui ai dit c'est le moment de changer, on va sur Shopify. Et on est passé sur Shopify. Ça a été pas long, un mois pour tout changer. T'as changé quoi du coup? Il faut redessiner un front, voilà, on a tout refait. Il faut importer les ordres. On a tout refait, mais ça par contre c'est moche à dire, mais quand t'as un petit peu d'argent, tu vas beaucoup plus vite. Tu vas beaucoup. Mais c'est plus la vite. réalité. C'est une réalité, et à ce moment-là, on avait de l'argent pour investir, et on s'est dit il y a parfois pas le choix d'investir quand tu peux en tout cas. On est passé sur Shopify Plus en 1 mois et demi, on a refait tout le design de notre site internet, on est passé sur Shopify Plus où on savait qu'on n'allait plus avoir de problème de serveur parce qu'on en avait encore, et ça coûte moins cher de passer sur Shopify. Aujourd'hui, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Moi, j'avais 10 000 euros de serveur par mois avec AWS. Aujourd'hui, en termes de transactions Shopify, en termes de serveurs, ça me coûte entre 7 et 8 000 euros. Donc, c'est beaucoup moins. Et combien t'a coûté ta migration? T'as un ordre de grandeur? Gratuit, puisque enfin. Non, mais il a fallu payer. Enfin, il y a un peu de dev. Un peu de design, beaucoup de dev en front. Un gros design. On avait un gros design. Mais c'était pas en interne, mais elle était en freelance. Donc, on a refait un design qui a coûté 5 ou 10 000 euros. J'ai plus ça en tête. On a pris un développeur pendant 2 mois qui nous aidait à faire toute la migration. Et David qui était en interne, mais qui travaillait juste 2 fois plus à ce moment-là. Merci David. Et donc David, à qui tu disais tu dors plus depuis 6 mois, regarde les problèmes qu'on a. Mais aujourd'hui, ne dors plus pendant encore 2 mois, mais. Et après voilà, aujourd'hui, il y a plus grand chose à faire en termes de tech sur Clarosa, sauf à mettre en place des nouveaux outils de temps en temps. Mais on le sait avec Shopify, en 3 clics. Tu vas dans le store, tu testes, t'installes. Ouais. C'est passionnant. J'ai une dernière question, après promis je te libère, mais j'ai appris beaucoup de choses. Il y a pas mal d'enseignements. Je prendrai un peu de hauteur pour mettre tout ça dans un email que je vous envoie, chers auditeurs, toutes les semaines à peu près, le vendredi en général. Inscrivez-vous sur lepanier.io. La valeur n'attend pas le nombre des années, et tu en es la preuve ici ce matin, mais il y a quand même pas mal de choses où je me dis putain, mais tu te fais coacher. Donc est-ce que tu te fais coacher? Je me fais personnellement. Alors personnellement, professionnellement, ouais. Est-ce que tu as un coach? Alors professionnellement, comme je t'ai dit, il y a Julien Madar qui est associé dans Clarosa, qui m'a coaché sur toute la partie rencontre, rencontrer les bonnes personnes, travailler en communauté, et ça c'est vraiment important. Et après, personnellement, il y a Thomas Kaski qui me coach personnellement sur la manière de parler avec des banques, comment échanger. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends quand tu fais des études,
quand tu avances un peu plus loin. Et comme je ne l'ai pas fait, j'ai été dans l'obligation de me coacher personnellement et de prendre des gens autour de moi qui comprennent ma vision et qui vont dans mon sens. Thomas Kasky. Thomas Kasky. Comment on l'écrit? Thomas, ouais, Kasky, Khaski. Ok, Thomas Kasky. Il a fait quoi, Thomas? Il était expert en communication stratégique. J'étais sur son compte. Comment ça se fait? Mais c'est lui qui m'a envoyé ici. Ok. On a dû se parler du coup. C'est lui qui m'a envoyé le podcast de Jonac du panier que j'ai écouté et que j'ai adoré d'ailleurs. On embrasse Lisa qui est brillante et incroyablement sympa, et je suis certain qu'elle écoutera cet épisode aussi. Donc un peu de coaching. Et en direction d'entreprise, en gestion J'ai personnellement pas eu besoin pour l'instant, mais ça va sûrement venir. Non, tant mieux. Il y a encore plein de sujets qu'on abordera, j'espère, dans un catch-up. Je te remercie infiniment pour ton temps, Clark. Merci beaucoup. Du coup, merci à Thomas qui a permis cette intro, et donc merci à toi, très transparent. Et j'espère à bientôt. À bientôt, je l'espère aussi, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Clark Hassan, H-A-2-S-A-N, sur LinkedIn, ce sera le plus simple. Et évidemment, allez faire un tour sur Clarosa pour avoir en visu tout ce dont on vient de se parler. Clark, merci infiniment. Merci à toi. Et à toutes et à tous, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.